Il a réussi son coup et il le sait. Après le G7 de Biarritz, Emmanuel Macron a tenu à savourer le moment avec une conférence de presse de fermeture après s'être affiché fièrement aux côtés de Donald Trump. Des coups de com' qui mettent la pression sur le président français pour les prochains mois. Alors que les pays du G7 ont proposé une aide de 20 millions de dollars pour combattre les feux en Amazonie, le président brésilien Jair Bolsonaro a rejeté l'offre. Il accuse Emmanuel Macron d'ingérence, une fracture entre les deux chefs d'État qui dépasse le cadre des incendies. Le président de la République et ses équipes se félicitent d'avoir tenu bon sur la taxe GAFA tout en évitant une augmentation des tarifs douaniers du vin français à destination des États-Unis. Une joie de façade qui cache une réalité un peu plus complexe. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron savoure son succès. Pas de violence en marge de l'événement et des discussions qui semblent avancer dans le bon sens. Le G7 organisé à Biarritz, c'est plutôt une réussite pour le président de la République. Un moment de grâce dont les bienfaits réels sont encore incertains. Élise Blaise. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, à l'issue de ce G7 que nous venons de tenir pendant près de 2 jours, évidemment vous rendre compte, mais avant toute chose, remercier le président Trump, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement présents pour ce travail extrêmement productif et les très bonnes discussions, les très bons échanges que nous avons eus depuis samedi soir ensemble. Extrêmement productif, très bonnes discussions, très bons échanges. Emmanuel Macron n'en finit plus des superlatifs pour se repaître de son bon coup. Alors que le G7 organisé à Biarritz présentait de nombreuses difficultés, le rendez-vous se solde par une note positive. En effet, si l'événement n'a pas eu à subir de débordement, il aura toutefois eu son rebondissement avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, alors même que les relations entre la nation perse et les États-Unis sont particulièrement tendues depuis plusieurs mois. Par cette coordination, nous avons pris une initiative hier qui a été de faire revenir le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y a eu de nombreux échanges avec les ministres français qui ont permis justement de dessiner un chemin. Rien n'est fait. Les choses sont encore éminemment fragiles. Mais il y a des discussions qui se sont ainsi amorcées sur le plan technique avec véritablement des avancées. Et puis ce matin, le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à rencontrer tout responsable politique si c'est dans l'intérêt de son pays. Ce que j'ai dit au ministre Zarif et ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. On en connaît les termes, les objectifs, mais il faut maintenant se mettre autour de la table et y arriver. Si les intentions sont là, il va falloir désormais qu'elles soient exécutées. Pour autant, ramener l'Iran et les États-Unis à la table des négociations est déjà un premier pas. Une marche avant qui ne sera toutefois pas de tout repos. En effet, le président Trump joue toujours avec une majorité faible et sa gouvernance est aussi difficile que les pressions nombreuses. Une situation politique compliquée qu'Emmanuel Macron a clairement explicité dès le début du G7 en parlant d'État profond. Des termes utilisés à 2 reprises par le président de la République lorsqu'il évoquait les rapprochements entre Paris et Moscou. Des paroles loin d'être anodines pour un président élu grâce à un concours entre médias, banques, investisseurs et intrigants politiques qui semblent en quête aujourd'hui d'indépendance diplomatique. Dans la même veine, le président français n'a pas retenu une pique contre l'attitude du Quai d'Orsay occupé par Laurent Fabius sous le quinquennat Hollande dans les négociations des accords sur le nucléaire iranien. Cet accord avait des insuffisances. Je rappelle au demeurant que les négociateurs français en 2015 furent les plus âpres et que la France était la plus hésitante à signer cet accord. Quoi qu'il en soit, cette pointe de discours anti-système, alors qu'il en est le produit, dévoile bien l'opération séduction conduite par le président français lors du rendez-vous international. Une opération globalement bien menée où le représentant de la République française est parvenu à se replacer dans le jeu international, quitte à abuser de l'image de proximité avec Donald Trump. Reste à savoir désormais si les coups de com' resteront au stade d'effet d'annonce ou si Emmanuel Macron parviendra véritablement à transformer l'essai.
En revanche, rien ne va plus entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro. Après plusieurs passes d'armes entre les deux chefs d'État, le Brésil a rejeté l'aide proposée par les pays du G7 pour combattre les feux en Amazonie. Une étape supplémentaire dans le bras de fer qui oppose la France au Brésil. L'Amazonie brûle et le torchon entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro aussi. Au lendemain de la clôture du G7 à Biarritz, les divisions entre le président français et son homologue brésilien se font plus que jamais ressentir. Alors que les incendies en Amazonie ont occupé une partie des discussions lors du sommet, les échanges entre les deux chefs d'État sont de plus en plus vifs autour de ce sujet. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé que les pays du G7 s'étaient mis d'accord pour aider le plus vite possible les pays frappés. Ainsi, une initiative pour l'Amazonie a été lancée et 20 millions de dollars ont été proposés en urgence pour envoyer des avions bombardiers d'eau. Immédiatement, nous offrirons aux pays amazoniens qui nous font connaître leurs besoins un soutien financier, au moins à hauteur de 20 millions d'euros, et aussi avec des soutiens concrets. La France le fera d'ailleurs avec des soutiens militaires dès les prochaines heures dans la région. Dans le mois qui vient, nous construirons une initiative pour l'Amazonie qui sera officiellement lancée lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Si, dans un premier temps, le ministre brésilien de l'Environnement, Ricardo Salles, avait estimé que cette enveloppe était la bienvenue, le chef de cabinet de Jair Bolsonaro a finalement balayé d'un revers de la main l'aide financière. La cause de ce rejet, Emmanuel Macron. En effet, depuis une semaine, les relations sont loin d'être au beau fixe et les attaques se sont multipliées. Mentalité colonialiste, donneur de leçons en faisant allusion à l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, mais également des propos jugés irrespectueux sur le physique de Brigitte Macron, auquel le président français a vivement réagi. C'est une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France qu'un ministre de la République insulte quelque dirigeant que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Une crise diplomatique donc qui semble dépasser le cadre des incendies en Amazonie. En effet, alors que les projecteurs sont exclusivement braqués sur les responsabilités de Jair Bolsonaro, il faut néanmoins rappeler que l'Amazonie s'étend également en Bolivie, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Suriname, Venezuela et en Guyane française. Si Emmanuel Macron se place en grand défenseur de la préservation du poumon de la planète, dans un communiqué, l'Union populaire républicaine de François Asselineau pointe du doigt le double jeu du président Macron et notamment son projet d'exploitation minière de la montagne d'or à l'ouest de la Guyane française qui risque de polluer très gravement les sols et de détruire à jamais le cadre de vie et la santé des populations locales. Autre fait qui montre la détermination du locataire de l'Elysée à s'en prendre à son homologue brésilien, l'absence quasi totale d'allusions aux incendies qui ravagent l'Afrique subsaharienne. Pourtant, une carte de la NASA révèle que le centre et le sud-est de l'Afrique sont encore plus cruellement touchés par les incendies que l'Amazonie, une catastrophe que le grand public semble ignorer. Qu'est-ce que ça vous évoque, les incendies actuellement en forêt amazonienne ? Écoutez, c'est triste, c'est choquant, parce que je suis originaire de là-bas, donc j'ai grandi là-bas, et quand je vois ça d'ici, ça m'attriste, quoi, qu'il n'y ait pas de mesures qui soient prises pour protéger cette forêt qui est, comme on dit tous, les poumons de la planète. L'Amazonie, ça appartient à la terre entière en fait. Brésil, c'est eux qui ont les frontières, mais bon, c'est un patrimoine qui devrait être partagé par tout le monde et protégé par tout le monde. Moi je l'ai appris en fait par les réseaux sociaux, donc je regarde pas la télé aussi, donc peut-être que ça a favorisé ce moyen-là. Et ça me peine beaucoup dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait, à part alerter et diffuser et dire ah, regardez ce qui se passe, pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait des solutions qui arrivent. Et ouais, ça fait franchement mal au cœur et c'est même hyper angoissant, je trouve, pour le futur. Est-ce que vous avez entendu parler des problèmes d'incendie qui durent depuis également assez longtemps en Afrique subsaharienne ? Non, franchement non. Mais par contre, je sais que la déforestation
la déforestation sur la planète est un fléau, quelque chose de dangereux, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Dans une moindre mesure, oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins médiatisés. Il y en a en Sibérie aussi. Hein. Ils ne sont pas forcément volontaires, ceux-là. Mais effectivement, il y a peu, oui, il y a juste 2 jours, j'ai entendu parler des feux en Afrique. Donc là, on s'en émeut moins apparemment. Hein. Cependant, d'après l'Agence spatiale européenne, 70% des terres brûlées dans le monde sont situées en Afrique subsaharienne. Des incendies qui représenteraient 25 à 35% des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La taxe GAFA maintenue et l'augmentation des tarifs douaniers américains sur le vin français annulée, c'est en substance ce qui sortirait des négociations entre Paris et Washington à l'issue du G7. Une victoire selon les équipes Macron, mais la réalité est comme souvent plus complexe. Olivier Frère-Jacques. C'était le grand combat de Bruno Le Maire depuis son arrivée à Bercy. Taxer les GAFA, comprendre le transfuge des Républicains avait fait de la taxation des géants américains Google, Amazon, Facebook et Apple, auxquels il convient d'ajouter Microsoft, le cheval de bataille de son passage au ministère de l'économie. C'est à présent chose faite, ou tout au moins, c'est ce dont se vantent les équipes Macron depuis la fin du sommet du G7. Tout au long de cette rencontre internationale, le ministre Le Maire a négocié avec ses homologues états-uniens pour faire passer la pilule de la taxe GAFA. Une taxe qui devrait rapporter quelques 500 millions d'euros à l'État français et qui rétablirait un tout petit peu d'équité fiscale, alors que ces géants du numérique américain s'exonèrent de taxation en France depuis de nombreuses années. Le risque pour Paris, avec cette taxe GAFA, résidait dans l'hypothétique riposte de Washington. En l'occurrence, Donald Trump avait menacé d'augmenter les tarifs douaniers pour le vin français importé par les États-Unis, faisant craindre le pire à un secteur dynamique de l'économie française. Cette menace serait aujourd'hui écartée et Bruno Le Maire aurait même obtenu un maintien de sa taxe GAFA votée en juillet à l'Assemblée nationale. Un texte qui sera maintenu le temps qu'une taxe internationale soit mise en place. Dès qu'on trouve l'accord, on déduit la fiscalité française de cet accord et puis nous, on l'abandonnera. Parce que le but, c'est bien de trouver un accord international et d'avoir une taxe internationale. La taxe GAFA sera ainsi éphémère. En effet, une telle taxe est déjà en préparation à l'échelon international dans le cadre de travaux de l'OCDE, et cela depuis plus de 10 ans. Un accord devrait d'ailleurs être trouvé au début de l'année 2020. Et si la taxe négociée auprès de l'OCDE est moins élevée que celle imposée par Bercy, la France déduira le surplus payé par les GAFA dans le cadre de la nouvelle donne fiscale. Vous l'aurez compris, la taxe GAFA pourrait bien ne durer que quelques mois, d'autant que les Américains devraient pousser l'OCDE à agir vite en la matière pour éviter que poussent un peu partout dans le monde des taxes GAFA. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Floriane Janin. La passion Sarko reprend du service. Lundi, l'ancien président de la République a dédicacé son ouvrage Passion à Nice, avec près de 400 personnes venues glisser quelques mots à l'ancien chef de l'État contre quelques autographes. Le rendez-vous a viré à la nostalgie. Les lecteurs ont accueilli Nicolas Sarkozy au cri de « Vous nous manquez, on vous veut, on vous aime ». Passion s'est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires et la tournée des signatures est un véritable succès. Pas de doute, la droite se cherche toujours un chef. Et si les jeux vidéo vous rendaient millionnaire? Dimanche à Shanghai, l'équipe gagnante d'un tournoi de Dota 2 vient d'empocher 15 millions d'euros en finale. La deuxième équipe a touché 4,5 millions d'euros. Le e-sport, les jeux en ligne, attirent de plus en plus de monde et la communauté est devenue si importante que des dotations astronomiques sont proposées pour des compétitions en ligne. Tolkien a l'honneur à Paris à la Bibliothèque nationale de France. L'auteur du Seigneur des Anneaux fera l'objet d'une exposition du 22 octobre au 7 février, un événement intitulé Tolkien, voyage en terre du milieu, qui présentera plus de 300 pièces évoquant l'écrivain et son œuvre. Une exposition qui présentera de nombreux manuscrits et dessins originaux pour la première fois en France.
Une trentaine de monolithes multimillénaires découverts en Auvergne. Il s'agit de la première découverte du genre dans le centre de la France. Aligné du nord au sud, l'ensemble est très typique, comme à Carnac dans le Morbihan. Surprise de taille toutefois, l'un des menhirs est sculpté grossièrement et une sépulture recouverte initialement d'un cairn de 14 mètres de long a été mise à jour. Pour l'heure, l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, estime que ce site couvrirait une période allant du néolithique à l'âge de bronze. Des analyses complémentaires des pierres et du squelette devraient donner plus d'informations. C'est bientôt la fin de cette édition. Cette semaine, vous retrouvez chaque jour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et aujourd'hui, Christopher Holland revient sur Jules Dumont d'Urville. Il est l'auteur de 3 tours du monde, de 3 circumnavigations, comme on dit dans le jargon. Et oui, j'ai été marin pendant 20 ans, donc je sais de quoi je parle. Non, c'est pas vrai, c'est totalement un mensonge. Il est l'auteur de 3 tours du monde. On lui doit la découverte de la Vénus de Milo, des milliers d'informations qui vont contribuer à la connaissance de la faune, de la flore et des populations de l'Océanie, des relevés cartographiques innombrables, mais surtout la découverte de l'Antarctique. Et oui, c'est grâce à lui que la France a été la première à poser le pied sur le continent glacé. Bon, sur le plan économique et stratégique, ça n'a pas été aussi fructueux que la découverte de l'Amérique, ça je vous l'accorde, mais bon, c'est quand même quelque chose. Bref, je parle bien sûr de Jules Dumont d'Urville et je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours palpitant du plus grand explorateur français. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Mon ami Maxime, l'adjoint à la culture de la ville de Villeneuve, à qui j'ai souvent rendu visite cet été, m'a décrypté, comme on dit maintenant, toute l'affaire de ce maire renversé par une camionnette pendant qu'il verbalisait des contrevenants. D'abord, il m'a fait remarquer, mais je m'en suis aperçu, que la porte-parole du gouvernement s'était plus que plantée. Elle s'était même vautrée, m'a-t-il dit, en expliquant que rien, absolument rien, ne justifiait que l'on perde la vie dans l'exercice de ses fonctions. Et là, je vous laisse imaginer comment et combien les familles de militaires ont dû apprécier ce genre de phrase. Ensuite, une fois ce malheureux maire enterré, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là, les journalistes, les chaînes de télé, à mettre l'accent sur le sacerdoce du maire, je veux dire, à ce point-là. Et c'est là que le décryptage de Maxime, le Villeneuvois, m'a été précieux. Il m'a dit, la destitution de l'élu local par Macron et ses sbires a été programmée en fait pour tous les domaines qui leur font de l'ombre à tous ces gens de Paris, notamment la gestion du foncier, de la fiscalité locale. Tous ces gens voudraient reprendre la main, ils voudraient que les préfectures s'occupent désormais de tout. Alors tu vas me dire, mais pourquoi glorifier alors dans ce contexte la personne du maire comme l'éternel sacrifié, etc. Eh bien parce que tu flattes d'abord les gens pour les neutraliser. C'est le corbeau et le renard. D'abord, je te fais observer, m'a dit ce Maxime, qu'il donne, je veux dire le président, la Légion d'honneur à titre posthume, mais qui ne va pas à l'enterrement. Et pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas honorer exagérément une catégorie d'élus qu'on se propose d'éradiquer tôt ou tard ou de sacrifier. Sur l'autel de quoi ? Eh bien, de l'intercommunalité. En gros, c'est pour ça que les télés en font des tonnes. On te dit, les maires ne s'en sortent plus, vous voyez bien qu'ils sont dépassés, raison de plus pour les regrouper sous la houlette du préfet. On te dit aussi, c'est bien simple, la moitié d'entre eux ne veulent plus se présenter, faire le boulot, mais ce qu'on te dit pas, c'est que le gouvernement ne regrette pas du tout qu'ils s'en aillent. Au contraire, on laisse journaux et télé expliquer combien c'est une tâche ingrate, épouvantable, pour dissuader les sortants, mais
mais surtout pour essayer de caser les entrants, les autres, les nouveaux, ceux qui marchent, les marcheurs, dans l'esprit qui convient, c'est-à-dire l'esprit ta gueule, signe là, avec le grand débat, par exemple, m'a dit ce Maxime, donc toujours, tu avais un avant-goût de cette supercherie. On réunit tous les bénis oui-oui dans une salle polyvalente, et puis on leur donne une feuille de route. Seulement voilà, les élections municipales vont montrer là que les gens, les vrais gens, je veux dire les gens comme toi et moi, comme vous et moi, parce qu'on se vous voit encore, ont parfaitement compris et que l'esprit de résistance locale est quand même encore très vivace. Le gouvernement a envie de mettre au pas tous les maires comme le mien, celui de Villeneuve, ceux qui s'expriment, ceux qui ont le consentement de leur population, ceux qui décident, ceux qui se comportent en chef de clan. Du coup, les prochaines élections ne seront pas des élections ordinaires, des élections de plus, ce seront les élections de la démocratie contre le totalitarisme du branleur là, trop bien coiffé, bien entouré, qui ressemble à Ken et de ses Barbie députés, m'a-t-il dit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire sans argent? Mais on en a de l'argent, me dit-il. Quand les entrepreneurs voient que ça marche chez toi, dans une ville, ils viennent, ils payent, ils disent, allez, on n'en peut plus de cette chanlie ailleurs. Gérard, c'est son fameux maire de Villeneuve, là, a décidé de se comporter comme un chef de clan, un parrain local. Il fait intimider tous ceux qui rompent le pacte et ça marche très bien. Je lui demande quel pacte, mais le pacte entre une population que tu rassures, des investisseurs qui s'enrichissent, des propriétaires dont le bien prend de la valeur, mais l'autre con là-haut ne le supporte pas parce que ça marche sans lui. Donc mon Gérard, mon maire, là, ça attend à voir sortir un scandale quelconque à son sujet avant l'élection. C'est leur méthode là-haut à Paris. Ça a marché avec Fillon. Quand t'as pas de talent pour devenir indiscutable, eh ben, tu mets en doute le talent des autres. Mais heureusement, des affaires, on en a aussi contre lui. Demain, je te dirai par exemple ce que m'a dit un ami américain qui vit à Villeneuve. Alors j'étais assez intrigué. Comment? Il y avait un Américain qui vivait à Villeneuve et qui avait une opinion sur les affaires qui menaçaient la présidence française. Bien, vous allez voir, il m'a assez convaincu. À demain donc. Abonnez-vous. Merci.